En début d'année, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a commandé un rapport sur la qualité de l'habitat à l'architecte et urbaniste François Leclerc et au directeur général d'EPA-Marne, EPA-France, Laurent Girometti. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Le rapport est remis ce mois-ci à la ministre. Il fait environ 80 pages et propose des solutions dont nous parle aujourd'hui l'architecte et urbaniste François Leclerc. Mais tout d'abord, François Leclerc nous explique ce que les différents confinements ont changé chez les Français dans la perception de leur logement. Alors justement, le logement était un peu l'objet oublié de toutes les réflexions urbaines qui ont pu avoir lieu depuis quelques décennies. Et là, le confinement nous a mis en relation directe avec ces difficultés que l'on peut avoir dans des volumes très serrés, très petits, etc., qu'on a pu accepter jusqu'aujourd'hui parce qu'il y avait toujours la ville qui était là. Enfin, la possibilité de sortir, d'aller au café, etc., etc. Et là, finalement, sur une espèce de crash test à long terme dans un logement, sur un temps un peu long, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile, y compris dans des dissensions familiales, dans des difficultés pour des ados, pour tout le monde, pour travailler différemment, etc. Et qu'on en demandait finalement beaucoup plus aujourd'hui au logement qu'il y a un certain temps. Le rapport que je fais avec Laurent Girometti, ça correspond à une étude sur l'ensemble de la France. On fait une étude historique, on fait une étude comparative avec nos pays voisins, etc. Et ensuite, on propose un certain nombre de mesures pour voir ce qui est possible de faire. Donc c'est autant des notions de surface que de rapport à l'extérieur, que de telles choses sur l'ensemble du territoire. Alors sur l'ensemble du territoire, vous l'avez dit, une partie historique importante. Vous remontez même au début du XXe siècle pour découvrir que finalement aujourd'hui, il y a une régression dans le logement. Si vous voulez, le XXe siècle, pour des raisons sanitaires, a été de manière permanente marqué par une notion de progrès. Ensuite, on est arrivé dans les années 70, une sorte de plateau qui était presque confortable, on va dire, avec des logements plutôt plus grands qu'aujourd'hui. À ce moment-là, tous les efforts ont été portés sur l'énergie. C'est-à-dire, on a considéré, enfin, la première crise énergétique, 74, etc., on a considéré qu'il fallait mieux isoler, fabriquer des logements beaucoup plus conséquents par rapport à ça. Ensuite, l'énergie est devenue encore plus environnementale. Donc, finalement, l'objet technique du logement est devenu très important. Et puis, un rapport à la ville aussi qui est devenu un peu plus efficace. C'est-à-dire, moins de grands ensembles, un peu plus de villes constituées. Donc, le logement en tant que tel a été un peu oublié dans cette notion de progrès. Le progrès est devenu très technique et un peu moins spatial. Et vous l'avez dit, les logements ont diminué. Les logements ont diminué, c'est-à-dire on a perdu des surfaces, mais grosso modo on a perdu autour de 10% par rapport au logement en règle générale, surtout les grands logements. Je parle du 3 pièces, 4 pièces, etc. On a perdu pas mal de mètres carrés. Et c'est en ça que c'est une régression ? C'est une régression parce que en fait, ça correspond à il y a une double régression. Il y a une régression par rapport aux surfaces quand on regarde la suppression presque systématique de la cuisine. La cuisine est devenue souvent une sorte d'éléments, enfin 6 éléments groupés le long d'une cloison là-bas, etc. Mais ça appartient au séjour. Donc il y a l'expression de l'entrée souvent aussi. C'est-à-dire, on a une pièce qui va faire maintenant 23-24 mètres carrés qui sert entrée, séjour, cuisine, etc. Donc ça c'est une perte. C'est-à-dire, moi j'ai rien contre les cuisines ouvertes, mais je trouve que ça devrait être un choix de la personne qui habite de dire je casse la cloison ou pas, Je transforme ça différemment. Et puis l'autre thème qui a été aussi une régression, c'est la perte de la traversabilité. C'est-à-dire avant on avait des logements traversants d'une façade à l'autre, des façades orientées différemment, ce qui permettait entre autres des ventilations très simples. Et dans le cadre d'un réchauffement climatique avéré, la notion de rafraîchissement va devenir tout aussi important que la notion de chauffage. Voilà, donc il faut imaginer, c'est beaucoup plus compliqué, des logements qui puissent accepter une ventilation naturelle, entre autres nocturne, très facile. Mais vous qui avez quand même une expérience en tant qu'architecte et urbaniste depuis quelques années, est-ce que ce sont des choses que vous avez perçues ou est-ce que vous les percevez aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis tombé, j'en arrive à ce combat actuel
parce que finalement, ce que l'on pressent depuis longtemps, cette diminution systématique du logement. Moi, quand j'ai commencé à dessiner des logements des années 80, ils étaient beaucoup plus qualitatifs qu'aujourd'hui. Et donc, on s'est accommodé un peu tout ça parce que les combats étaient souvent ailleurs. Et finalement, cette période actuelle nous met en relation avec quelque chose qui est maintenant moins acceptable. Donc, il est temps de se battre là-dessus de manière très consistante. Et c'est l'objet de ce rapport que François Leclerc et Laurent Girometti, le directeur général d'EPAMarne et EPA-France, viennent de remettre à la ministre du Logement. Ce rapport sur la qualité de notre habitat a aussi fait l'objet d'une comparaison avec nos voisins européens. François Leclerc nous parle des différences qui sont apparues entre le modèle français et celui des autres pays de l'Union européenne. Les habitudes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire même si les règles sont toujours un peu floues comme en France, on construit de manière plus confortable, plus grand. Alors c'est des choses très différentes, c'est-à-dire je vois la région de Bruxelles par exemple, il y a des choses très précises qui sont demandées, comme le couple séjour cuisine qui doit faire au moins 28 mètres carrés. Alors que, j'en parlais tout à l'heure, en France ça peut tomber à 23, quoi. De dire que 28 mètres carrés on peut faire et une cuisine et un séjour séparé, c'est déjà pas mal. D'autres choses, c'est la hauteur. Alors la hauteur, chez les Hollandais, ils sont assez grands, c'est vrai, mais il y a la hauteur sous plafond qui est plus importante. En Italie aussi, la hauteur sous plafond qui est plus importante. Toutes les pièces sont ventilées, y compris la salle de bain. Donc ça permet de dire on ventile. Alors l'Italie est plus marquée par une institution climatique que nous par rapport à la chaleur, mais donc ils ont cette tradition par rapport à ça. En Allemagne, c'est beaucoup plus grand. En Suisse, effectivement, c'est aussi plus grand, mais on me dit souvent, les Suisses, c'est pas comparable, parce qu'ils sont très, très riches, etc. En Espagne aussi, il y a des espaces extérieurs qui sont presque normés, de dire il faut systématiquement des choses. Donc, si vous voulez, on a fait ce comparatif. Effectivement, on est globalement très en deçà. La question thermique est essentielle, hein, vous l'évoquez à plusieurs reprises. Est-ce que les choses ne sont pas en train de s'améliorer quand même sur ce plan, généralement ? En tout cas, le climat ne s'améliore pas, donc il faut être très vigilant là-dessus. On peut dire que l'isolation marche autant pour le chaud que pour le froid, mais la production de fraîcheur est très complexe. Donc on peut dire ce qu'on produit actuellement, avec souvent des modes orientés qui vont être plein sud, c'est inventilable, quoi. À un moment, c'est juste des systèmes qui devront pouvoir accepter un jour des climatiseurs. Et c'est pas très favorable, les climatiseurs, par rapport à la consommation énergétique, etc. Et puis c'est pas prévu pour. Donc ce qui est intéressant, c'est de dire comment va-t-on produire maintenant des logements qui peuvent se ventiler la nuit. C'est très important, le rafraîchissement, et ça joue autant sur la traversabilité que j'évoquais que la hauteur sous plafond. Comment faire pour aller plus vite, justement ? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le climat se dégrade assez rapidement, les conditions ne sont pas favorables, et on sait que tout ce qui concerne le logement, ça prend du temps. Est-ce que la rénovation peut jouer un rôle là, sur ce plan ? De toute façon, la rénovation, c'est le système important à venir pour plein de raisons. C'est-à-dire déjà, ça ne sert à rien de casser du béton vu le carbone que ça consomme, de casser, de détruire et de recommencer. C'est totalement... Donc il faut au maximum préserver la conservation. Pousser la conservation des structures qui existent. Et puis, donc ça c'est très important. Puis ça c'est... les villes ne sont pas enclins à trop construire aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a une sorte de malthusianisme qui fait que les villes poussées par les habitants qui sont déjà là, qui n'ont pas envie de voir des immeubles construire devant chez eux, les maires sont un peu frileux. Et il manque peut-être aussi de foncier pour ça. Il manque de foncier, puis il y a une sorte de manque de volonté politique souvent, hein, de dire il faut construire parce qu'il y a des gens à accueillir, etc. On est chacun chez soi et tout va bien. Donc de dire à un moment tout ce qui existe doit être réadapté par rapport au logement, c'est très important. Je pense que là, il y a des choses à faire. Je pense qu'en plus de ça, j'ai parlé tout à l'heure des immeubles de bureaux qui sont souvent obsolètes rapidement. Il y a une espèce de mode de changer de bureau fréquemment pour les patrons, là, de dire je veux déménager, etc. Et qu'à ce moment-là, les bureaux sont des structures très efficaces pour faire du très bon logement. Parce que c'est assez au sous-plafond, c'est assez épais, c'est assez généreux, etc. C'est grand. Voilà. Donc là, il y a plein de boulot à faire. Et c'est aussi le but de ce rapport, aider à faire les choses au mieux. Commencer par le bureau, comme l'évoquait à l'instant François Leclerc, est peut-être la chose à faire. Nos bureaux sont en train de changer, d'évoluer encore plus vite depuis le confinement, avec le développement du télétravail. Le bureau est en train de changer, peut-être qu'il y en aura globalement moins.
Parce que je vois plein de grands patrons qui parlent de la réduction de leur empreinte immobilière. Donc c'est un mot qui est amusant. Et de dire que finalement le travail ou les frais inhérents à l'immobilier va être transféré chez le salarié qui loue quelque chose. Alors au moins qu'il ait quelque chose de bien, quoi. Vous avez évoqué l'hégémonie des métropoles, enfin vous en parliez un petit peu il y a quelques instants, qui était un espèce de chose acquise pour les constructeurs, pour les bâtisseurs de logements. C'est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a une hégémonie métropolitaine dans la pensée. C'est-à-dire la pensée urbaine n'était que métropolitaine. Pendant ces 2-3 dernières décennies. On parlait un peu aussi de 3 choses d'autres, mais c'était très majoritaire. Et finalement, on se rend compte que les métropoles qui devaient balayer tout sur leur passage sont des attracteurs qui sont indispensables pour quelqu'un qui cherche du boulot, etc. Mais aussi sont des lieux qui repoussent un moment, qui rejettent. Alors ils rejettent pour des questions de prix, mais aussi pour des questions de mode de vie maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi pas habiter différemment, avec une autre relation au travail, une autre relation à la vie quotidienne, etc. Donc c'est une des leçons de ce confinement. Alors les statistiques sont là pour l'instant par rapport à des histoires de notaires. On voit à peu près les transactions qui se font. On n'a pas d'autres indicateurs que ça, mais c'est déjà pas mal. Et de regarder qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est un mouvement qui va durer ou si c'est un feu de paille, mais les métropoles sont mis en fragilité par rapport à ça. C'est vrai que ça peut être des territoires un peu délaissés, surtout la région parisienne d'ailleurs, parce que c'est d'autres métropoles qui récupèrent les Parisiens aussi. Quand on voit Nantes, Bordeaux, etc., c'est aussi une réalité. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce rapport, de cette enquête que vous allez remettre, vous l'avez dit, à Emmanuel Wargon? Alors ce rapport sont des propositions pour dire comment fabriquer du logement mieux, parce que si on veut préserver la qualité essentielle des métropoles, de dire éventuellement on ne consomme pas des terres à n'en plus finir pour fabriquer du pavillon, etc. Il faut rendre les métropoles beaucoup plus accueillantes. Alors ça se joue dans plein de domaines, des histoires de mobilité, des histoires d'espaces verts, des histoires de services, des histoires de flux financières, etc. Mais c'est de dire la brique essentielle de la métropole, ça reste le logement. Et si la brique est friable, il y a un truc qui ne va pas. Vous faites des propositions concrètes? On fait des propositions concrètes par rapport à des histoires de volume, de surface, de transformabilité, de mutabilité, des histoires de relations à l'extérieur, etc. Oui. Oui, c'est des propositions très concrètes, très précises. Ça veut dire aussi que dans la mesure où c'est une commande du gouvernement, de la ministre du Logement, ça veut dire aussi qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience politique ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire auprès des politiques? Non, mais j'ai l'impression que le logement était pas l'angle mort, mais enfin un oublié de beaucoup de campagnes électorales. Enfin, là, on entend un peu plus parler. Je ne dis pas que ça va être le sujet prédominant par rapport à des notions de sécurité, je ne sais quoi, mais c'est un sujet qui est plus important que précédemment. J'ai l'impression que, entre autres, ce confinement a fait bouger les choses là-dessus. Autant sur la notion de mode de travail que de mode de vivre, que de mode d'habiter. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a urgence aujourd'hui quand même à faire évoluer les choses? Oui, il y a une certaine urgence et c'est là où je trouve que ce rapport, où tout ce qu'on fait, c'est parfaitement en rapport avec le réchauffement climatique. Voilà, quand on dit des logements plus accueillants, plus grands, plus traversants, plus, je sais pas quoi, c'est vraiment dans l'idée aussi de dire que c'est des logements qui sont possiblement en relation avec le climat, avec une thermique plus simple, et puis en même temps, c'est des logements dans lesquels on peut rester, dans lesquels on peut vivre. On n'est pas toujours dans le syndrome de la fuite. Et quand je parle du syndrome de la fuite, c'est autant la fuite pour aller dans le Perche, habiter différemment, que la fuite du week-end, quoi. De dire il faut partir absolument pour quitter ces logements trop petits. François Leclerc, architecte et urbaniste, auteur avec Laurent Girometti, directeur général de EPA Marne-EPA France, de ce rapport sur la qualité de l'habitat remis ce mois-ci à la ministre du Logement Emmanuel Wargon. Le logement fera-t-il partie des sujets importants de la campagne présidentielle 2022 ? Affaire à suivre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.